l'Université d'Ottawa, mon alma mater et celui aussi d'Huguette-Labelle, pour qui l'institution occupe une place importante. Non seulement elle y a étudié, mais elle en a été la chancelière. J'ai hâte de discuter avec cette femme qui est l'une des Canadiennes les plus influentes de par son travail ici et sur la scène internationale. Elle est depuis 2005 la présidente de Transparency International, un organisme de lutte contre la corruption. Et elle fait partie de plusieurs organismes internationaux traitant de démocratie, de pauvreté, de santé, d'environnement. Mais sa carrière commence ici au Canada. Dans les années 1970, quand elle entre dans la fonction publique fédérale, elle est l'une des rares femmes à occuper des postes de hauts fonctionnaires, comme celui de sous-ministre. Elle y passe 26 ans, presque toute sa carrière. Son dernier mandat au fédéral, elle le fait à l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, en tant que présidente. Huguette-Labelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes née à Rockland, vous êtes née sur une ferme. Comment c'était quand vous étiez jeune sur la ferme? Écoutez, premièrement, ce qui se passait, c'est qu'on était très modeste. Hein? Quand je ne dis pas pauvre parce qu'on ne manquait de rien, mais je suis allée à une petite école d'une pièce. Quand je suis arrivée à l'école primaire, je savais déjà lire et écrire. Donc, j'ai fait ça dans 6 ans, évidemment, parce que j'aurais passé beaucoup de temps juste à rien faire. Mais ça me permet d'aider mes frères, ça me permettait d'aider mes frères à faire leurs devoirs aussi, parce que moi aussi, je peux faire mes devoirs avec eux. Donc, ça, c'est une petite période. On ne vit pas d'une ferme seulement, quand c'est des petites fermes. Donc, mon père travaillait à Ottawa, donc, ou ailleurs, pour vraiment améliorer les revenus à la maison. Mais ce qui arrivait aussi, c'est que ma mère, qui était une infirmière sage-femme, elle avait fait son cours d'infirmière à Ottawa. Et à ce moment-là, les mères n'accouchaient pas dans les hôpitaux. Hein. Ils accouchaient chez elles. C'était aussi dans le village de Rockland. C'était pas seulement à l'extérieur où est-ce que les médecins voulaient qu'elle aille, parce que c'était la seule sage-femme de la région. Ce que ma mère a décidé, c'est de convaincre la Croix-Rouge de lui prêter un lit d'hôpital et tout ce qu'il fallait, qui se démantelait. Donc, quand une femme était près d'accoucher, elle l'amenait chez nous, et là, le salon était converti en salle d'accouchement, et ensuite en chambre d'hôpital. Et donc, dès l'âge de 4-5 ans, la maison, pour moi, la maison était devenue aussi une salle d'accouchement. Donc, c'était une période là qui m'a façonnée, je crois, beaucoup. Mais, et donc, vous, très jeune, vous avez vu votre mère accoucher, vous avez vu des femmes donner naissance. Oui. Ça vous a incité à vous diriger en sciences infirmières après ça? Ça m'a vraiment... Je pense que je me suis jamais posé la question de ce que je ferais. J'avais aussi ma marraine, qui était la sœur de ma mère. Et à ce moment-là, elle, c'était toujours la question, elle ne disait pas « Est-ce que tu vas aller à l'université? » C'était « Quand tu seras à l'université? » Donc, il n'était pas question est-ce que je vais y aller ou non. Donc, elle a joué un rôle important dans ma vie, mais je m'en allais en médecine, enfin. Mais quand je suis arrivée à l'université, j'avais seulement 15 ans, donc c'est jeune. Oui, le doyen de la faculté m'a dit va-t'en chez toi, là, puis grandis, mais va faire une bonne 13e année. J'avais seulement une 12e année à ce moment-là. Puis là, si tu as des très bonnes notes, on te prendra en pré-médecine 1. Parce qu'il dit, les filles, on a très peu, puis ils sont plus sages que les gars à cet âge-là. Et donc, j'ai réussi. Donc, je m'en allais pour m'enregistrer en médecine. Et tout d'un coup, ça m'a frappé en parlant aux autres étudiants qui étaient déjà en 2e, 3e, 4e année, que si je voulais me spécialiser, j'en avais pour une 12aine d'années. Et donc, j'ai passé de la ligne de médecine à la ligne de nursing
en dedans. C'est une décision instantanée que j'ai prise à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a vraiment amenée en nursing. Je suis devenue une enseignante tout de suite après que je suis graduée de mon bac à l'université. Et donc, j'ai commencé à enseigner dès le début. Ensuite, je suis devenue en charge de l'école d'infirmière. Et de là, tout de suite, j'ai passé au gouvernement peu d'années après. Donc, j'ai pas fait une carrière très longue en nursing parce que j'ai continué mes études. J'ai fait ma maîtrise à temps partiel. J'ai fait aussi mon doctorat à temps partiel à l'université ici. Et vous avez fait toutes vos études à l'Université d'Ottawa? Oui. Bien, premièrement, par le temps que j'ai fait ma maîtrise, j'étais déjà mariée, j'avais des jeunes enfants. Donc, il n'était pas question d'aller ailleurs. Et la même chose au niveau de mon doctorat. Les enfants étaient des jeunes adolescents. C'était pas le moment de dire, bien, je vais aller étudier dans un autre pays. Mais à ce moment-là aussi, c'est que l'Université d'Ottawa, pour moi, c'était idéal. Parce que c'était une université qui avait les deux langues. Donc, on pouvait passer, si on désirait, d'une langue à l'autre. Comment vous avez fait pour gérer tout ça? Bien, enfin, Vous travaillez, vous étudiez et vous aviez... J'étais présidente du conseil de la Croix-Rouge, non pas parce que je travaillais au gouvernement à ce moment-là. Bien, enfin, ce que j'ai fait, c'est que, bon, on prend un cours à la fois. J'ai commencé mon doctorat parce que je gérais des secteurs de recherche à l'intérieur de mes fonctions au gouvernement. Donc, je suis mieux d'en connaître un peu plus que ce que j'ai avec une maîtrise. Mais comme j'avais changé de fonction aussi du ministère de la Santé aux Affaires indiennes et du Nord, j'ai été 2 ans en disant je ne peux pas parce que j'ai une nouvelle responsabilité. Mais après ça, il restait seulement 2 ans pour faire la thèse. Donc, je l'ai fait de 3 heures du matin à 6 heures du matin. 7 jours par semaine, 2 ans. C'est fait. Et vous êtes de Rockland, vous êtes une franco-ontarienne. Est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière, c'est-à-dire cette sensibilité-là à la minorité, à une communauté minoritaire? Oui. Je pense que oui. Autant que mes parents pouvaient naviguer d'une langue à l'autre facilement, mais il reste que Rockland, c'était un village à ce moment-là qui était presque entièrement francophone. Donc, c'était l'anglais, on le parlait de temps en temps, mais c'était surtout le français. Mais moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'en étant de l'Ontario, d'une part, on avait la chance, si on était franco-ontarien, de pouvoir parler le français, de vivre en français aussi, pas seulement le parler, mais en même temps d'avoir cette deuxième langue qui nous ouvrait des horizons qu'on n'aurait pas eu si on avait seulement une langue. Vous êtes souvent dans vos valises parce que vous voyagez encore, régulièrement, constamment. Est-ce que vous vous lassez de voyager? Écoutez, je ne me lasse pas d'être là quand j'arrive. OK. Ça, d'être, de faire la visite, de faire le travail dans le pays, une fois rendu sur place, ça, c'est fascinant. Okay. Je pourrais faire sans les aéroports. Et les avions, si vous pouviez vous téléporter. Oui, enfin, si je pouvais me téléporter, ça serait idéal. Ouais. Donc, parce qu'on passe beaucoup de temps. Si je vais en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour 1 journée et demie, je vais passer 3 jours, 3 nuits sur l'avion. Maintenant, c'est pas toujours cette même situation, mais il reste qu'on passe beaucoup de temps dans les aéroports et les avions, mais je travaille en même temps, donc je me prépare pour mes réunions, j'en profite. J'utilise ce temps-là. Pour travailler? Oui, pour travailler. Ouais. Autrement, ce serait une perte de temps. Oui. Madame Labelle, vous avez passé presque toute votre carrière, 26 ans la fonction publique, 19 ans à peu près comme sous-ministre. Qu'est-ce qui vous a fait décider, en fait, d'aller travailler au gouvernement fédéral? Ah, c'est une histoire assez intéressante. J'étais à une réunion ou un forum, enfin, où je faisais une présentation. Le docteur Leclerc, qui était sous-ministre de la Santé, aussi. Quelques semaines après, il me téléphone, me disant « Madame Labelle, je vais vous rencontrer. » Je suis allée le voir. Il me dit « Dans 1 an, j'aurai un poste qui va s'ouvrir et j'aimerais ça
que vous puissiez venir au gouvernement fédéral dans ce poste-là. Bon, parfait. Quelques semaines après, il me retéléphone et me dit, c'est maintenant, pas dans un an. Et je vous ai déjà envoyé toutes les formules pour que vous puissiez les remplir. Bon, en fait, la dernière journée, je n'avais pas rempli de formule. En principe, j'avais décidé de ne pas y aller. Donc, j'arrive au travail et j'avais un appel du docteur Leclerc, 8 heures du matin, qui me dit, « Madame Labelle, vous avez sûrement perdu les formules que je vous ai envoyées. Donc, mon chauffeur est en route avec d'autres pour vous permettre de les remplir. En fait, écoutez, remplissez les formules. Envoyez-moi. Puis, ça vous semble. Il n'y a rien qui vous dit que vous aurez à prendre le poste si vous décidez de ne pas venir. Donc, j'ai fait ça. Le concours est arrivé. J'ai eu le poste et après ça, j'ai été très heureuse au gouvernement canadien. C'est une expérience extraordinaire. Oui, c'est ça. Vous avez été sous-ministre et vous avez été à différents ministères aussi. Là, vous avez une compréhension de l'appareil gouvernemental et des différents ministères assez importante, assez complète. Évidemment. Bien, en fait, comme sous-ministre ici, ce qui arrive, c'est lorsque le premier ministre décide qu'ils ont besoin de nous quelque part ailleurs, on nous demande d'y aller et en principe, on ne dit pas non plus. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait secrétariat d'État, qui était mon premier ministère, qui est un ministère en or aussi. Ensuite, j'ai passé au conseil privé, la commission de la fonction publique pendant 5 ans, qui était aussi, la commission avait plusieurs fonctions à ce moment-là. Donc, c'était un poste qui était très intéressant. Et de là, je suis allée au transport. Donc, c'était la première fois qu'il y avait une femme dans un poste économique. Et pour moi, et les transports, on touche à la vie de tous les Canadiens. Et après ça, je suis allée à l'AGDI, dont j'ai passé 7 ans et que j'ai imploré le premier ministre du temps de me laisser là pour terminer ma carrière au gouvernement. Est-ce que vous êtes féministe? Je vous pose la question parce que quand vous avez accepté des postes de sous-ministre, on vous disait tout le temps, vous êtes une des rares femmes. Oui. Il faudra qu'il y ait plus de femmes aux fonctionnaires. Est-ce que ça a joué un rôle dans votre acceptation de ces emplois-là? À quelques reprises, okay. Je dois l'avouer. Premièrement, lorsque il était question de venir au gouvernement canadien, on m'a dit, vous êtes la 5e femme à être nommée au groupe exécutif, qui était les 3 niveaux supérieurs en dessous de sous-ministre. Donc, il y avait 720 postes à ce moment-là. Là, je retourne en 72, quoique j'ai commencé en 73. Mais j'étais tellement bien à la santé, j'adorais ce que je faisais. Finalement, un gars à la commission de la fonction publique, Bert Wisking, qui est décédé maintenant, me téléphone, me convoque, enfin. Il m'a dit, là, j'ai besoin de vous voir. Donc, j'arrive là. Et il m'a dit, vous savez, vous êtes en train, là, de ruiner la cause des femmes. Donc, il m'a mis là, et je me suis sentie très coupable. Il dit, voilà, vous avez 4 différentes possibilités de postes et vous refusez toujours. Mais quand j'étais à la commission de la fonction publique, il y avait un objectif d'augmenter le nombre de femmes dans le groupe exécutif à 22 %. C'était encore très, très bas. Il n'y avait aucune femme qui était recommandée. Pas seulement ça, mais il n'y avait pas de femmes qui faisaient partie des concours. Donc, j'ai dit, à partir de maintenant, s'il n'y a pas de femmes, on n'approuve pas. S'il n'y a pas de femmes qui font partie du concours, qui sont des candidats ou des candidates, si elles gagnent, qu'elles ne gagnent pas, ce sera la meilleure personne qui doit gagner. La semaine suivante, il n'y en avait pas parce que ça datait, évidemment, du passé. On n'a pas approuvé. 3e semaine, on n'a pas approuvé. À partir de là, il a commencé à avoir des candidats. Ça a commencé vraiment à faire un changement très important. Vous avez ouvert alors des portes. Oui, donc j'étais dans un poste qui me permettait de faire cela. Ouais. On n'est pas toujours dans une situation comme celle-là. Il faut que vous me racontiez. En 1982, alors lors du rapatriement de la Constitution, c'est vous qui avez lu la proclamation du rapatriement de la Constitution à cette cérémonie, fameuse cérémonie, sur le Parlement, devant la reine, devant le premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau. Comment vous avez fait pour être choisi pour lire ça, c'est un événement hyper important? Bien, Pierre Trudeau était le premier ministre à ce moment-là.
Et c'était la pratique, c'était la coutume que lorsqu'il y avait un événement comme celui-là, que c'était le sous-secrétaire d'État, c'était le poste, qui faisait la lecture du document. Mais je suis allée voir le premier ministre et j'ai dit, Monsieur Trudeau, ce n'est pas une loi, c'est une pratique. Donc, vous avez quand même le choix. Et il m'a répondu à sa manière, écoutez, tout le monde voudrait le faire. J'ai assez de problèmes sans régler celui-là. Donc, allons-y avec la coutume, avec la pratique. Et c'est un peu comme ça que... Mais ça faisait partie ça faisait partie de la responsabilité. OK. C'était prévu pour avoir lieu en février. Donc, ça devait être au Sénat. Mais c'était reporté au mois d'avril. Et là, à nouveau, mon ministre me dit, le premier ministre veut nous voir. Donc, on est arrivé sur place et M. Trudeau dit, qu'est-ce que vous pensez si on ferait la cérémonie à l'extérieur? Comme ça, les Canadiens pourraient être là, pourraient en faire partie. Je dis, Monsieur le Premier ministre, si vous voulez le faire à l'extérieur, on va le faire à l'extérieur. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Donc, j'ai dit, non, il dit, je veux que vous regardiez ça. J'ai dit, on vous revient dans 24 heures. Lorsque nous sommes sortis du bureau de M. Trudeau, le greffier du Conseil privé, qui était Michael Pitfield à ce moment-là, et Michael Kirby, sont mis à rire. Mais j'ai dit, je sais que je ne rencontre pas le premier ministre à tous les jours, donc pourquoi est-ce que vous riez? Bien, ils ont dit, si ça avait été nous, là, qui sont des hommes, ils auraient dit, je voudrais faire la cérémonie dehors. Mais comme... ils ont dit, comme vous êtes une femme, madame, et probablement qu'ils voulaient être plus polis envers vous. Et vous dire, bien, regardez ça. Donc, enfin, évidemment, ça a été à l'extérieur et c'était une très bonne décision. Vous avez terminé votre carrière à la fonction publique à l'AGDI. Est-ce que ça a été comme le début d'une troisième carrière, ça, pour vous, c'est-à-dire celle de l'international? J'aurais pu rester plus longtemps. J'adorais ce que je faisais à l'AGDI, au gouvernement canadien. Pour moi, ça m'a permis de découvrir le Canada, mais aussi de découvrir le monde. Mais je m'étais dit, ça faisait quand même 7 ans que j'étais à l'AGDI, 19 ans comme sous-ministre. Et c'était probablement le bon temps de repenser une nouvelle politique d'avenir, ainsi de suite, des grandes stratégies d'avenir. Et donc, à ce moment-là, j'ai quitté, mais avec l'idée, évidemment, de ne pas prendre une retraite, mais de continuer et en grande partie de redonner sur une base volontaire ce que j'avais reçu pendant toutes les années de ma vie au gouvernement et avant. On est ici à l'Université d'Ottawa, dont vous avez été la chancelière pendant 18 ans. C'est important pour vous, ça, ce poste-là? Oui. Pour moi, bien, premièrement, l'Université d'Ottawa, c'est mon université. Autant que j'ai été impliquée avec d'autres universités, mais évidemment pas comme celle-ci, parce que, j'y ai étudié. Mais ensuite, d'avoir été le chancelier, pour moi, c'était un travail extraordinaire, parce qu'on voit le résultat des études. La chapelle de l'Université d'Ottawa porte votre nom depuis quelque temps. Ça s'appelle la salle Huguette Labelle. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on l'a nommé en votre nom? Écoutez, ça m'a vraiment touchée, parce que c'était la chapelle de l'université du temps des Oblats, mais ensuite, pendant une période de temps assez prolongée. Et c'était le lieu où tous les étudiants se rencontraient, évidemment. Mais ensuite, il y a eu souvent des mariages qui ont eu lieu là. Les gradués veulent revenir. Et les concerts ont lieu là, des colloques de toutes sortes, des réunions de toutes sortes. Donc, c'est vraiment un peu... ça l'a servi comme le cœur de l'université. Donc, quand on m'a approché pour me dire qu'il voulait nommer la chapelle en mon nom, j'étais vraiment très touchée. Madame Labelle, expliquez-moi qu'est-ce que Transparency International, dont vous êtes la présidente là, depuis 2005? Oui. Bien, c'est une organisation qui a maintenant 21 ans. On est situé à Berlin, en Allemagne, mais nous avons des sections dans au-delà de 100 pays. Et nous avons des membres individuels aussi. Mais le but, c'est de lutter contre la corruption, d'essayer de prévenir la corruption à travers le monde
mais aussi de la dépister rapidement parce qu'il y en aura toujours, malheureusement. Donc, c'est vaste et il y a des moyens que nous avons développés avec les Nations unies, avec la Banque mondiale, l'OCDE. On travaille de près avec le G20 dans le moment. Ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a une certaine complicité entre ceux qui volent dans leur pays et les pays du Nord, les pays industrialisés, qui ont bien souvent regardé de l'autre côté ou qui ont laissé les paradis fiscaux exister. On travaille aussi, on développe des instruments, on recommande des lois, des pratiques, des systèmes, surtout pour les achats, pour la construction. C'est des coins très vulnérables, comme on le sait au Canada d'ailleurs. On n'est pas immunisé contre la corruption, nulle part. On a peut-être beaucoup moins qu'ailleurs, mais on n'est pas immunisé. Donc, c'est vraiment un fléau mondial, c'est endémique et ça crée de grands problèmes et c'est possible de la prévenir. S'il y a la volonté politique de le faire, si les leaders des entreprises, et il y en a d'ailleurs, qui décident que c'est quelque chose qu'ils vont vraiment attaquer de front et se donner les moyens pour que leur entreprise ne devienne pas une entreprise qui favorise la corruption, qui paie des pots de vin pour avoir des contrats, par exemple. On trouve aussi que bien souvent, le peuple, les citoyens, se disent « Ah, ben c'est l'affaire des autres. C'est pas mon affaire. » Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de convaincre les citoyens des pays, les organisations des pays, de se dire « J'ai une responsabilité aussi. » La Banque mondiale veut réduire le niveau de pauvreté de beaucoup d'ici 2020, 2030. Oui. Enfin, il y a différents objectifs. Vous dites que ces objectifs-là ne pourront être atteints si on ne règle pas les cas de corruption, si on ne diminue pas la corruption qui est directement liée à la pauvreté. Absolument. Comment faire? Absolument. Concrètement, là, comment voici faire? ce qu'on fait à ce moment ici. Les Nations unies sont à regarder les objectifs post-2015, parce qu'il y a eu des objectifs du millénaire qui ont été développés pour réduire la pauvreté, réduire la mortalité maternelle, la mortalité chez les enfants, ainsi de suite, le manque d'alimentation. Et là, il y a tout un mouvement international des pays, des gouvernements, mais aussi des institutions comme la nôtre, des organisations comme Transparency International, pour dire quels seront les prochains objectifs. Évidemment, il y en a qui doivent continuer, que ce soit la santé, l'éducation, diminuer la mortalité, ainsi de suite, s'assurer qu'on a de quoi manger, que notre planète ne prend pas feu non plus dans les prochaines années. Mais nous, ce que nous disons, c'est que, justement, si on ne s'assure pas qu'il y a une bonne gouvernance dans tous nos pays, on n'y arrivera pas. On parle beaucoup de Transparency International parce que vous en êtes la présidente, mais vous siégez à de nombreux autres organismes internationaux. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous allez chercher là? Écoutez, ça m'apporte probablement plus que ce que je peux donner. Parce que vraiment, ça nous donne cette capacité de contribuer. Et on dit souvent qu'on est beaucoup plus heureux quand on donne que quand on reçoit. Et c'est un peu cette situation-là, je pense, qui me motive. Mais parce qu'aussi, ce sont des causes que je trouve qui sont importantes. Gouvernance et pauvreté, l'environnement et l'éducation sont peut-être les trois secteurs, en passant un peu par la santé aussi, que je continue d'y donner. Mais ce sont les secteurs qui m'intéressent le plus. Oui. Est-ce qu'un jour, vous allez prendre votre retraite? Non. Non. Écoutez, quand je ne pourrai plus contribuer, j'espère que j'aurai la sagesse d'arrêter et de ne pas essayer, mais je ne me vois pas arrêter. OK. En toute franchise, je ne sais pas ce que je ferais si j'arrêtais. Parce que je me dis, tant qu'on peut donner, il faut le faire. Tant qu'on peut partager ce qu'on peut partager, tant qu'on peut mettre, disons, la main à la pâte pour essayer de changer une situation,
Bien, à ce moment-là, je veux continuer, c'est sûr. On vous considère comme l'une des Canadiennes les plus influentes. Quel héritage souhaitez-vous léguer? Pensez-vous que vous léguerez? Oh, écoutez, premièrement, je voudrais contester le fait que je ne suis pas une des personnes les plus influentes. Mais ce que je voudrais léguer, c'est que le Canada, d'une part, que le Canada, comme pays, s'assure qu'il joue son rôle sur la scène internationale, qu'il prenne vraiment totalement sa place à la table des nations. Et pour moi, ce que j'espère, c'est que dans les organismes où j'ai œuvré, que j'ai pu laisser un peu cette idée de bien travailler ensemble, d'unir nos forces plutôt que d'aller un contre l'autre. Et parce qu'à ce moment-là, on peut faire tellement plus que si on unit vraiment nos forces. C'est aussi bien à l'intérieur du Canada qu'à l'extérieur. Donc, j'espère que j'aurai laissé un petit peu de cela comme héritage. Huguette Labelle, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Elle est l'une des rares femmes à occuper des postes de hauts fonctionnaires, comme celui de sous-ministre. Elle y passe 26 ans, presque toute sa carrière. Son dernier mandat au fédéral, elle le fait à l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, en tant que présidente. Huguette Labelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes née à Rockland, vous êtes née sur une ferme. Comment c'était quand vous étiez jeune sur la ferme? Écoutez, premièrement, ce qui se passait, c'est qu'on était très modeste. Hein? Quand je ne dis pas pauvre parce qu'on ne manquait de rien, mais je suis allée à une petite école de 1 pièce. Quand je suis arrivée à l'école primaire, je savais déjà lire et écrire. Donc, j'ai fait ça dans 6 ans, évidemment, parce que j'aurais passé beaucoup de temps juste à rien faire. Mais ça me permet d'aider mes frères, ça me permettait d'aider mes frères à faire leurs devoirs aussi, parce que moi aussi, je peux faire mes devoirs avec eux. Donc, ça, c'est une petite période. On ne vit pas d'une ferme seulement, quand c'est des petites fermes. Donc, mon père travaillait à Ottawa, donc, ou ailleurs, pour vraiment améliorer les revenus à la maison. Mais ce qui arrivait aussi, c'est que ma mère, qui était une infirmière sage-femme, elle avait fait son cours d'infirmière à Ottawa. Et à ce moment-là, les mères n'accouchaient pas dans les hôpitaux. Hein. Ils accouchaient chez elles. C'était aussi dans le village de Rockland. C'était pas seulement à l'extérieur où est-ce que les médecins voulaient incité à vous diriger en sciences infirmières après ça? Ça m'a vraiment... Je pense que je me suis jamais posé la question de ce que je ferais. J'avais aussi ma marraine, qui était la sœur de ma mère. Et à ce moment-là, elle, c'était toujours la question, elle ne disait pas « Est-ce que tu vas aller à l'université? » C'était « Quand tu seras à l'université? » Donc, il n'était pas question est-ce que je vais y aller ou non. Donc, elle a joué un rôle important dans ma vie, mais je m'en allais en médecine, enfin. Mais quand je suis arrivée à l'université, j'avais seulement 15 ans, donc c'est jeune. Oui, le doyen de la faculté m'a dit va-t'en chez toi, là, puis grandis, mais va faire une bonne 13e année. J'avais seulement une 12e année à ce moment-là. Puis là, si tu as des très bonnes notes, on te prendra. L'Université d'Ottawa,
mon alma mater est celui aussi d'Huguette-Labelle, pour qui l'institution occupe une place importante. Non seulement elle y a étudié, mais elle en a été la chancelière. J'ai hâte de discuter avec cette femme qui est l'une des Canadiennes les plus influentes de par son travail ici et sur la scène internationale. Elle est depuis 2005 la présidente de Transparency International, un organisme de lutte contre la corruption. Et elle fait partie de plusieurs organismes internationaux traitant de démocratie, de pauvreté, de santé, d'environnement. Mais sa carrière commence ici, au Canada. Dans les années 1970, quand elle entre dans la fonction publique fédérale... Parce que c'était la seule sage-femme de la région. Okay. Ce que ma mère a décidé, c'est de convaincre la Croix-Rouge de lui prêter un lit d'hôpital et tout ce qu'il fallait, qui se démantelait. Donc, quand une femme était près d'accoucher, elle l'amenait chez nous. Et là, le salon était converti en salle d'accouchement et ensuite en chambre d'hôpital. et donc, dès l'âge de 4-5 ans, la maison, pour moi, la maison était devenue aussi une salle d'accouchement. Donc, c'était une période là qui m'a façonnée, je crois, beaucoup. Et donc, vous, très jeune, vous avez vu votre mère oui. Accoucher, vous avez vu des femmes donner naissance. Oui. Ça vous a